Bonjour à tous, c'est quatrième de couverture, la chronique qui donne la parole aux auteurs des Deux-Sèvres. Poireau et châtiment. Toi. Oui, toi qui lis ces lignes. Quelle sorte de teigne es-tu? C'est bien la suite de l'affaire du poireau vinaigrette que tu t'apprêtes à butiner. Est-ce la folie qui t'a mis la puce à l'oreille? Tu dois avoir une araignée au plafond pour en redemander ainsi. N'as-tu donc rien appris de ta première rencontre avec la noirceur de mon génie destructeur? Je savais que tu avais le bourdon, le cafard, depuis que je t'ai fait prisonnier de ma toile. Rien ne m'échappe, jamais. J'entends les fourmis que tu as dans les jambes. Je te devine, excité comme un pou à l'idée de savoir dans quelle sombre histoire de malentendus et de funestes quiproquos je vais t'emmener. Mais si tu crois que tu vas pouvoir me tirer les vers du nez, tu te trompes. On parle ici du plus grand tueur de l'histoire du crime. Avec ou sans Poirot, tu ne restes qu'un insecte. Et avec ce nouveau chapitre de cette saga légendaire, une fois de plus, je fais mouche. Es-tu vraiment prêt? Le grand paranoïaque du poireau vinaigrette est donc de retour, et avec lui, son auteur qui récidive. Bonjour Arnaud Cardinet. Bonjour. Alias Équelefreux. Alors vous voici avec le tome 2 des aventures de Sam, Ouais, qui maintenant s'appelle Bob. c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, bon, on sait à la fin du 1 que finalement il réussit son coup. Et puis il a une idée formidable. Il se dit que lui, qui est une légende vivante du crime, s'il change de pseudo, les gens ne le trouveront plus. Alors effectivement, à la fin du 1, il change de pseudo. Il s'appelle Bob maintenant, Bob le démon, et puis Sam le fantôme. Et il part dans une ville du sud, au bord de la mer, se planquer et puis trouver une nouvelle mission et un nouveau contrat. Alors, ce personnage, on a fait sa connaissance dans le tome 1, l'affaire du poireau vinaigrette. On le retrouve donc dans le tome 2. C'est un sacré personnage. Est-ce que vous pouvez quand même nous en dire quelques mots pour les rares qui n'auraient pas lu l'affaire du poireau vinaigrette? C'est un tueur, mais c'est un tueur autoproclamé. C'est-à-dire que finalement, au départ, on ne sait même pas s'il a déjà tué quelqu'un, mais lui, il est persuadé d'être un tueur, et pas seulement, il est persuadé d'être le tueur le plus formidable, le plus créatif, le plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. Il est démesurément paranoïaque, totalement schizophrène, et il vit dans un monde parallèle où il se passe beaucoup de choses dans sa tête. Et c'est l'élément central des deux livres, c'est l'élément central du côté comique des deux livres aussi. Voilà. Alors, dans ce deuxième tome, alors, vous l'avez laissé la fin du premier tome impuni. Il était, on le recherchait, mais on ne savait même pas qui on recherchait. Alors là, cette fois, on s'attend à ce qu'il soit démasqué. Ben, il se passe un événement incroyable dans la vie de Sam ou de Bob, c'est que finalement, quelqu'un le voit. Il ne le sait pas, mais quelqu'un le voit, quelqu'un fait un petit croquis, et ce quelqu'un va partir à la chasse au tueur. Alors il se trouve que ce quelqu'un est un drôle de chasseur, puisque c'est un facteur qui a une vie tout à fait organisée, structurée, où tout est fait pour qu'il se passe rien de bien particulier. Et ce jeune homme, dans un moment de, de folie ou de démence, lui aussi, ou d'inconscience en tout cas, décide de partir à la chasse. Et ce tome 2, c'est ça. Le tome 2, je voulais que ce soit une chasse à l'homme. Alors une chasse à l'homme croisée, parce que finalement, pendant tout le livre, on ne sait jamais qui chasse l'autre, mais c'est une course-poursuite où les rôles n'arrêtent pas de s'inverser et où on ne sait pas lequel des deux va attraper l'autre en premier. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce tome 2, c'est que Sam, en fait, ne croise jamais personne, ne rencontre jamais personne. Enfin, n'est jamais en vis-à-vis avec quelqu'un. Il est toujours seul, sauf une fois, sur un banc. Oui, il est persuadé d'être recherché par la totalité des polices du monde, il est complètement paranoïaque, donc il fait beaucoup d'efforts
pour se cacher. À chaque fois qu'il a une interaction avec des gens, que ce soit sur un terrain de pétanque ou que ce soit sur un banc, immédiatement, ça part en vrille parce que de toute façon, il interprète de manière complètement alambiquée les mots qu'il entend. Et il vit vraiment dans son monde. Là aussi, c'était ma volonté, c'est-à-dire que les taux se resserrent autour de lui au fur et à mesure que le tome 2 avance, mais il est quand même tout seul et il arrive à faire en sorte de passer à travers les mailles, passer à travers les enquêtes, jusqu'à la fin, où je ne vais pas raconter la fin. Ah non, non, raconte pas la fin. Mais c'était ma volonté, c'était voilà, d'avoir un tueur traqué, chassé, recherché, et qui, par l'opération de son propre Saint-Esprit, arrive à s'échapper systématiquement et à vivre finalement tout seul dans sa tête, mais presque tout seul aussi dans son monde. Alors, comment écrivez-vous? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous savez au départ comment ça va se terminer? Est-ce que vous avez un plan? Comment est-ce que vous construisez vos personnages? Le- j'ai la fin du livre et j'ai trois, quatre idées principales en tête. Donc j'ai des grandes étapes. J'ai des grandes étapes et après j'ouvre mon ordinateur et je commence à écrire. Et je ne surécris pas le scénario parce que j'ai un personnage qui est tellement fou que je veux me laisser la possibilité de me laisser moi-même porter de temps en temps par ces idées complètement saugrenues. Et après, le, l'écriture me quitte pas. C'est-à-dire que quand je termine un chapitre et que je ferme mon ordi, je continue à réfléchir. Donc, on m'a déjà demandé si j'avais déjà eu le syndrome de la page blanche. Et en fait, je peux pas avoir le syndrome de la page blanche parce que je marque plein d'idées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, quand j'ouvre l'ordinateur, j'ai peut-être passé une semaine ou 2 semaines à avoir plein d'idées, à réfléchir à plein de choses, à me nourrir de ce qui peut se passer entre les différents personnages. Et donc, je sais déjà vers quoi je pars sur les 2 ou 3 chapitres qui suivent. Donc, j'ai toujours 2 ou 3 chapitres en tête, et puis la fin. Après, le reste, c'est une somme d'itinéraires bis, de contours, de détours, de chemins de traverse. Et je laisse les personnages m'emmener là où ils ont envie d'aller. Oui, alors justement, ils vous emmènent parfois où ils ont envie d'aller et peut-être où vous n'aviez pas prévu de les emmener. Ah oui, oui, il y a un moment donné dans le livre où, bon, il y a 2 personnages au départ, et puis après, les lecteurs verront qu'il y en a un troisième, il y en a un quatrième, tout ça commence à grossir. Et puis il arrive un moment donné où ils arrivent tous au même endroit. Et je me souviens m'être dit, waouh, c'est super. Ok, bon, bah maintenant ils sont tous au même endroit, je fais quoi? Et là, ça a été un peu long. Là, il a fallu que je me pose en me disant, c'est chouette, c'est une super idée. J'avais pas forcément prévu ça. Maintenant, comment je me dépatouille avec ça? Parce que j'avais quand même la fin et je savais où je voulais emmener tout ça. Donc de temps en temps, effectivement, ça me demande un petit peu plus de réflexion et je suis surpris moi-même par ce qu'il me propose. Bon, vous vous en êtes très bien sorti, hein. Ah, c'est gentil. Très bien sorti. Et alors, je ne vais pas, c'est pas un secret, mais je crois que le tome 3 est en cours. On va le retrouver, Oui, ce oui, oui, personnage, oui, oui. dans un autre contexte. On va peut-être pas dire lequel. On va pas dire C'est la lequel parce ce que sera la surprise. On s'en doute un peu à la fin quand même. oui, il n'y a pas de doute sur ce qui va se passer dans le tome 3 à la fin. Et d'ailleurs, il y a marqué à suivre, donc on sait aussi qu'il y a une suite qui arrive Bon, que j'ai commencé à écrire. bon, on le retrouvera avec plaisir. En tout cas, là maintenant le livre il est sorti. Enfin, il sort ces jours-ci. Ouais. Il sera en librairie. On le trouve partout facilement. On le trouve sur les sites habituels de vente en ligne, Cultura, Fnac et autres sites américains très connus. Bon. Voilà, sur le site de ma maison d'édition, Nombre 7. Et puis, il commence à être placé en librairie dans les différentes villes, pas très loin de chez moi, autour de Niort, du Poitou-Charentes, de La Rochelle. Voilà. La promotion fonctionne bien et donc les librairies commencent à accueillir mes histoires de poireaux sanglants avec bienveillance. Bon, allez, on va pouvoir se régaler de poireaux vinaigrette alors. C'est ça. Merci Arnaud. Merci, Daniel. C'était quatrième de couverture, Dany Ledu. Je recevais Arnaud Cardinet, alias Ekelfreux, pour son roman Poireaux et châtiments, paru aux éditions Nombre 7.